Le Grand Show, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Évidemment, vous connaissez la formule, chaque soir je reçois dans ce fauteuil une personnalité, dans ce fauteuil jaune. Ce soir c'est Andrea Bescon qui m'accompagne. Venez Andrea. Bonjour. Bonsoir, je vous embrasse. Oui. Comme quand on arrive à la maison, vous savez, quand on accueille quelqu'un, on lui fait la bise, on lui propose de s'installer. Je m'assois. Voilà, exactement. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission, dans ce fauteuil jaune. Vous allez y rester pendant 45 minutes. 45 minutes, on va parler de vous, de votre parcours et de ce spectacle, Les Chatouilles ou la danse de la colère. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. Il y a une date aussi au Théâtre Antoine à Paris. Oui, tout à fait, le 12 février. Voilà, on la note c'est un lundi. bien dans l'agenda, 12 février. On va parler évidemment de ce spectacle, mais juste avant, on a votre portrait qui est préparé par un journaliste. On regarde les images. Oui. Allez, c'est parti, Magnéto. Ok. Un acte pédophile, si j'entends bien, d'accord? Voyez, mademoiselle, qu'on viole une femme passe encore, mais un gamin, ça me fout les boules, quoi. C'est le genre de vanne cinglante qui peut faire grincer des dents. Et autant l'annoncer tout de suite, Andrea Bescon n'est pas une comédienne comme les autres. Et pour cause, comment l'être lorsque l'on veut parler de viol, d'autant plus quand on l'a vécu soi-même. Andrea Bescon s'est pourtant fixé cet objectif et relève le défi haut la main dans Les Chatouilles ou la danse de la colère. Au départ danseuse, l'artiste va se diversifier dans le théâtre et explose en 2009 avec la comédie 39 marches d'Éric Métayer. Puis en 2015, c'est la consécration. Le Molière est attribué à Andrea Bescon. Sur une mise en scène d'Éric Métayer, là encore, devenu par ailleurs son mari à la vie, la comédienne fait sa le comble et reçoit un an plus tard la récompense suprême, le César du meilleur seul en scène. Je peux pas vous cacher que je le voulais. J'en avais envie, vraiment, pour cette histoire. La reconnaissance d'un travail complexe sur un sujet compliqué. Andrea Bescon raconte en effet dans ce spectacle qui mêle théâtre et danse le viol qu'elle a subi à l'âge de 8 ans à travers le personnage d'Odette, mais aussi d'autres protagonistes comme sa propre mère, un psychologue ou un ami. La comédienne raconte et détaille ce traumatisme, faisant passer le public du rire aux larmes en l'espace de quelques secondes. Au-delà du témoignage unique et prenant, l'objectif d'Andrea Bescon est clair, faire prendre conscience du fléau de la pédophilie et changer un système judiciaire parfois trop laxiste sur le sujet. La scène comme arme citoyenne, c'est finalement la meilleure définition d'Andrea Bescon qui sera en tournée dans toute la France jusqu'en mai prochain. Voilà, Andrea, pour votre portrait. On parle donc de votre spectacle et on l'a entendu, on connaît le propos, maintenant les téléspectateurs l'ont découvert. Comment est-ce qu'on arrive à parler déjà de soi, de sa propre expérience sur scène et ensuite d'un thème, d'un fléau, d'une violence universelle donc qui peut concerner plein de gens, mais c'est sûr que c'est pas évident. Le point de départ, nous, on se dit ça doit pas être facile quand même. Non, le point de départ, de toute façon, j'ai toujours dansé, joué, j'ai interprété plein de personnages, c'était mon truc, hein, c'est ma façon de m'exprimer depuis toujours. C'est vrai qu'après, quand on a vécu ce genre de trauma, on vit avec. C'est quelque chose d'un peu compliqué, forcément. C'est sorti avec la danse, beaucoup. Et c'est vrai qu'avec Éric Métayer, qui est du coup le metteur en scène de ce spectacle, j'ai eu besoin de poser des mots sur cette histoire. Énormément, et lui m'a dit écris-la cette histoire, c'est vraiment important. Et j'arrivais à une étape de ma vie où, si vous voulez, dans ma vie personnelle, j'avais porté plainte contre mon agresseur. Cet agresseur. Vous avez mis longtemps avant de le faire, hein, oui, c'est ça, j'ai lu. L'âge adulte presque, c'est quand vous avez découvert qu'il était grand-père, c'est ça ouais. Qu'en fait vous êtes dit là maintenant il faut que j'agisse. Ouais. Je peux plus me taire. Très très bizarre de toute façon la gestion du planning de comment on aborde ces traumas dans sa vie, c'est toujours très aléatoire pour toutes les victimes. Bon, moi j'ai fait comme une amnésie post-traumatique partielle. Je savais qu'il m'était arrivé quelque chose avec cette personne, mais c'est en même temps quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc c'est un peu particulier. C'est quelqu'un avec qui j'ai gardé des contacts longtemps. Et vers 17-18 ans que j'ai commencé à avoir finalement des rapports sexuels avec un petit copain super bienveillant, je trouvais ça très bizarre, ce rapport à mon corps. Et du coup, les choses me sont revenues. J'ai revu mon agresseur et là, ça a été quand même quelque chose de violent. Ces flashs qui me sont revenus très, très, très précisément. Mais j'ai voulu enfermer ça de nouveau dans un coin de ma tête en me disant non, non, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est trop violent. Donc j'ai laissé le temps un peu passer. Et quand j'ai appris qu'il allait, c'était un violeur de petite fille. Donc quand j'ai appris qu'il allait devenir grand-père de deux petites filles, là, il y a une responsabilité. Vous avez dit c'est plus seulement pour moi en fait, mais c'est pour elle. Ouais, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous taire.
ça m'a vraiment violentée encore. Et à ce moment-là, j'ai porté plainte. Il a été condamné. Il a été condamné. C'est avéré qu'on était plusieurs victimes. J'ai un peu ouvert la boîte de Pandore. Et on était plusieurs victimes. Il a été condamné en cour d'assises. Voilà. C'est quelqu'un qui a vécu sa peine. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. J'espère surtout qu'il ne récidive pas, comme la plupart malheureusement des pédocriminels qui se retrouvent en prison et qui sortent et qui récidivent parce qu'on ne les soigne pas. Donc quelque part, ce spectacle aussi, c'est dans cette même démarche, c'est-à-dire de raconter son histoire, mais aussi pour les autres. Là aussi, c'est monter sur scène pour que ce soit peut-être plus universel comme partage d'expérience. Alors, je crois que dans un premier temps, c'était presque un peu égoïste, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à raconter autre chose que ça, finalement. Il fallait que j'écrive quelque chose, c'était ça. Donc j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Il y a eu, voilà, je pense que la maternité aussi a amené une grosse remise en question et un besoin de se centrer et d'aborder les choses de sa propre vie. De toute façon, c'est toujours des chocs émotionnels qui amènent à se révéler. Choses, bien sûr. Donc ça s'est fait comme ça. Je crois que c'était d'abord très, très personnel. Ensuite, la première fois que j'ai joué, c'est au Festival d'Avignon en 2014, je n'ai pas saisi l'ampleur du fléau. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer. C'est dingue. Je ne m'attendais pas. Alors, c'était assez incroyable parce que... Et c'est là où c'est devenu quelque chose les autres se sont emparés de ce spectacle et tant mieux. Moi, ça a comblé une énorme solitude parce que d'un seul coup, je me suis dit, OK, tout ce que tu as vécu, c'est normal. Donc, tu n'es pas folle. Déjà, c'est un premier point. Et je me suis rendu compte que tous ces gens avaient vécu la même chose que moi. C'est-à-dire les addictions, le manque d'amour-propre, cette dépendance affective, ce besoin de cramer la vie parce qu'on est anesthésié émotionnellement, on est anesthésié physiquement et qu'on a besoin d'aller très, très loin dans toutes les émotions pour essayer de ressentir quelque chose. Et c'est très, très violent. Donc voilà, ce spectacle, finalement, au début, c'était pour moi. Et puis, c'est vite devenu... Et oui, j'ai vu plein de messages, plein de mails. Pendant 6 mois à Paris, quand vous avez joué, c'était quotidiennement de la demande, en fait. Oui, donc, tout à fait. Là, vous avez dit, il y a vraiment... Parce que ça touche effectivement plein de femmes, même dans l'actualité. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le producteur de cinéma. On voit la condition féminine. Et effectivement, le fait, en fait, de plus se taire, d'en parler. C'est même ce qu'on se disait juste avant de commencer l'émission. On peut le dire à nos téléspectateurs, on discutait un petit peu. Mais vous, chez vous, il y a vraiment cette volonté-là de dire maintenant, ça suffit qu'on mette un couvercle sur... Oh mon Dieu, si j'avais le pouvoir de dire ça suffit, ça serait merveilleux si j'étais cette personne maintenant. Mais ça peut commencer par une. Oui, deux, mais on est trois, nombreux, je crois qu'on est nombreux quand même, on est beaucoup d'activistes à bosser pour faire bouger les lignes. Maintenant, je veux juste relever quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les agressions sexuelles, les violences sexuelles, et notamment sur mineurs, sont aussi sur les garçons. Mais c'est énorme, les garçons victimes de violences sexuelles, on en parle beaucoup moins. On parle beaucoup de petites filles, mais aussi beaucoup de petits garçons. Beaucoup. Presque à égalité, concrètement. Et du coup, en fait, 81% des violences sexuelles vont être effectuées sur des mineurs. C'est 1 enfant sur 5, selon le Conseil de l'Europe. 1 enfant sur 5 est confronté à des violences sexuelles. Donc, c'est énorme. C'est un fléau. On imagine après, effectivement, le désastre pour la construction d'un enfant qui vit ça, évidemment. Et vous le racontez, vous, sur scène. Il va y avoir une adaptation au cinéma de ce spectacle. On peut en dire un peu plus ou pas? Est-ce qu'on peut parler déjà des comédiens, de la comédienne qui écoutez, donc ça sortira le 26 septembre déjà. On a déjà notre date de sortie. Là, on est en fin de montage image. On est en train de travailler. On a fait du coup le tournage. C'est Pierre Deladonchamp qui fait le rôle de l'agresseur. Moi, je fais mon rôle adulte. Cyril Mérès qui fait le rôle de la petite Odette. C'est Karine Viard qui fait le rôle de la mère. Clovis Cornillac qui fait le rôle du père, Carole Franck le rôle de la psy, il y a Gringe, il y a Greg Montel. Ça, c'est le projet d'une vie, non, Andrea? Ouais, c'est immense. J'espère, mon Dieu, j'espère que je ferai plein d'autres choses, mais c'est vrai que vraiment, Les Chatouilles, forcément, ça a été, et pour le spectacle, quelque chose de très révélateur sur plein de points, mais même au point de vue artistique, c'est-à-dire me retrouver sur scène toute seule pendant 1h45 à jouer tous ces personnages, c'était quand même une ambition assez incroyable. Surtout parce que je n'ai pas fait de formation de comédienne. Moi, je viens de la danse, donc c'est la danse, mon truc, c'est par le corps que ça sort. Et là, on a mêlé les deux. Bon, je me suis beaucoup inspirée du travail d'Éric Métayer, comme une éponge. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Et voilà, d'abord artistiquement, ça m'a amené, j'espère, à beaucoup progresser. Et oui, c'est le projet d'une vie parce qu'évidemment, c'est largement inspiré de la mienne.
et de ma vie de victime et ma vie de femme et de la danse, en fait, de la beauté de cette danse qui m'a aidée à sublimer cette douleur et ce trauma. Et aussi, voilà, j'avais envie de parler de résilience, mais sans s'enfermer dans la résilience. Et de résilience, c'est bien, c'est un grand mot, mais c'est juste être vivant, quoi. Être vivant là, sur le moment présent, et se dire, OK, on peut vivre des choses dramatiques dans la vie. Mais les livrer au public, et que le public soit là pour le partager. En tournée dans toute la France, on trouve tout ça sur Internet. Et donc, au Théâtre Antoine à Paris, pour une date bien précise, le 12 février. On le note bien dans l'agenda. On en reparle évidemment de ce spectacle. Mais pour l'instant, on va marquer une petite pause. On revient. On parlera de vous aussi avec la prochaine séquence, qui est la bio en chiffres. C'est dans quelques instants. Surtout, on ne bouge pas. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau, c'est la deuxième partie donc, du grand show. Andrea, on est bien, hein? On est bien. Ça va, on continue. Ce fauteuil jaune me plaît bien. C'est vrai, ça va, on le garde encore pour une demi-heure, alors tout va bien. On va parler de vous dans la prochaine séquence, c'est la bio en chiffres, on y va. Alors, je vous explique. Vous allez voir un texte dans l'écran juste derrière moi. Il va falloir le compléter avec des chiffres. Donc, ce sont des phrases qui font appel à vous, à votre vie. Le but, c'est d'en apprendre davantage sur votre parcours. Très bien. Regardez derrière moi. Dès que vous avez le texte, vous me dites, vous commencez. Voilà, tranquillement. Alors, André Bescon est le 12 juin 1979. J'ai 2 frères et sœurs. J'ai un bac. Un bac. On enlève le plus et les petits points. Il suffit à lui-même. Ouais. Je suis partie très vite danser. Bah, moi, j'avais ma carrière en tête déjà. C'était la danse. Oui. Il n'y avait que ça qui comptait pour vous dans la vie. Oui, j'ai vraiment passé mon bac pour la forme et pour faire plaisir à mes parents. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc mon but, c'était de danser très vite. Du coup, quand on a la prochaine phrase, à l'âge 2, on risque d'avoir un petit chiffre. Alors. Ouais, un petit 3 ans et demi. Ouais. Ah ouais. 3 ans et demi, j'ai commencé Premier souvenir, qu'est-ce que c'est en danse? Je crois que mon premier souvenir, non, mais en fait c'est compliqué les premiers souvenirs parce que finalement je crois que ce sont mes parents qui m'ont raconté ça. Je me souviens de ma mère qui a dit je t'ai emmené un cours de danse et en fait ça démarrait normalement à 5 ans. Et je t'ai emmené beaucoup plus tôt parce que tu n'arrêtais pas de gigoter, danser. Et je me disais, mais c'est pas possible, cet enfant, il faut qu'elle danse. Et la prof a dit, non, mais je suis obligée, il va falloir attendre, elle est beaucoup trop jeune. Bon, vous avez fait le déplacement, laissez-la moi quand même pour le cours. Et puis, bon, revenez dans 1 heure et puis on verra, quoi. Ma mère est revenue, la prof a dit, non, elle va suivre le cours. Il n'y a pas de problème. Elle était là et bien là, d'accord. Voilà. Ouais. Oui, donc il y avait quelque chose d'inné, vraiment, de la danse. C'est mon truc. Des petits boulots? Ah oui, beaucoup. En fait, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans le milieu artistique, mais le milieu artistique, c'est quand même un spectre très large. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pu faire clown dans un supermarché, comme danseuse de cabaret, voilà, j'ai fait... Non, avant, vraiment, j'ai bossé après. Bon, voilà, on était dans une famille assez modeste. En même temps, mes parents m'ont toujours donné les moyens les écoles de danse, c'est cher. Hein, oui, il faut pouvoir les financer. Les familles d'accueil, les internats, bon, c'est toujours compliqué. Donc, ils ont beaucoup bossé pour m'aider. Et en même temps, moi, je bossais l'été un peu. Je mettais des pommes dans des alvéoles, les alvéoles dans les caisses sur les palettes, dans une entreprise. À chaque fois, pour gagner un petit peu d'argent. Voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices pour faire de la danse, là? Oui, un sacrifice de rigueur énorme. L'éloignement aussi de la famille, non? Je crois comprendre quand vous parlez d'internat, etc. Ça veut dire tout à fait, oui. À 12 ans, on part. Enfin, c'est souvent le cas pour des gens qui veulent faire une carrière. Et puis la danse, ça reste quand même un peu cette vieille école très rigoureuse, très difficile, très humiliante parfois. Humiliante? Ah oui. C'est-à-dire? Très dur. Parce qu'on est un petit peu violenté par des humiliations, par le problème du poids aussi. Quand on est adolescente et qu'on commence à avoir de la poitrine, des seins, on dit tout de suite, non, ça va pas être possible. Il faut être mince, et même, pourtant, moi j'étais en danse contemporaine au conservatoire, donc au final, on voit que quand on arrive finalement dans le milieu professionnel, plus personne n'en a rien à faire de votre poids ou quoi que ce soit. C'est juste, vous êtes juste une bonne danseuse, vous avez une aura ou quoi que ce soit, ça marche. Voilà, non, c'est très dur, c'est très fermé, quoi. C'est très fermé. Il faut vraiment le vouloir, en fait. Oui, il faut le vouloir. Ce sont des auditions difficiles avec des chiffres sur soi. On est viré comme ça. Toi, le reste, au revoir, merci. C'est super dur. Ah oui, donc le mental, il faut avoir un mental très fort. Donc vous aviez un mental incroyable. Oui, mais oui, il faut. Enfin, je veux dire, il faut s'en sortir. J'ai vu des jeunes filles et des jeunes hommes tomber dans l'anorexie, boulimie, anorexie.
Enfin, c'est super dur. C'est difficile. Vous n'avez pas été concerné par ça, vous aussi? Non. L'anorexie, tout ça, non? Non, moi j'avais d'autres problèmes, d'autres issues, mais c'était pas ça. Mais non, moi c'était beaucoup plus en rapport justement avec mon trauma et le viol. Après, la danse, c'était quand même, malgré tout, j'ai su... moi, ça a toujours été quelque chose de salvateur pour moi, malgré la difficulté, malgré la rigueur, malgré la fermeture d'esprit et tout. Et en même temps, faire le Conservatoire de Paris, faire l'école de danse de Rosella Hightower à Cannes, c'était pour moi une chance extraordinaire. Et j'ai vraiment eu cette chance. J'ai eu la chance d'avoir une prof de danse au cours municipal qui a dit mais il faut absolument que cette môme... Oui, mais il y a le talent aussi. Il y a le talent, le fait de s'accrocher, ce que vous avez concrétisé, quoi. Oui, la volonté aussi. Puis avoir des parents qui ont dit OK, c'est ce qu'elle a envie de faire. Moi, je me suis jamais posé la question. Mes parents m'ont dit tu penses que tu peux partir en internat? Tu sais, Andrea, on se verra plus beaucoup. On se verra une fois ils ont accepté tous les mois. Ouais, ils ont accepté. Les bêtises, quand vous étiez adolescente, justement, parce qu'on parle des parents, est-ce que beaucoup de bêtises. C'est vrai? Beaucoup, oui. Des petites ou... Beaucoup de bêtises, de petites à grosses, de... Non, bon, enfin, plutôt turbulentes, ok. Et enfin, dans ma carrière, j'ai combien de regrets ou de difficultés? Ah, je sais pas, Vous regardez souvent dans le rétroviseur un peu? Non, franchement, non. Non, je suis plutôt quelqu'un qui est dans le temps présent. Je me situe dans le temps présent. Des regrets, non, je crois pas. J'apprécie même les erreurs de parcours et en fait, ça construit. J'en ai toujours fait une force. Non, je ne fonctionne pas en termes de regrets. Et de difficultés, il y en a eu une majeure, Bien sûr. Oui, tout ce dont je vous parlais déjà. Et puis cette violence du milieu et puis la vie tout court, des difficultés parce que moi j'étais très très longtemps dans la fuite en avant. Je ne pouvais pas... Voilà, je brûlais la vie, il fallait que je brûle la vie. Donc il y avait plein de difficultés. Mes enfants, aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu tout ça. Bien ancré là dans le temps présent. Voilà pour cette vue en chiffre. Justement, ce qui nous attend maintenant, là, présentement, c'est la prochaine séquence. C'est l'interview sans tabou. On va aller encore plus loin. C'est parti. Allez, je vous pose un maximum de questions en 60 secondes. Est-ce que vous êtes prête? Ok. Go. La première chose que vous regardez chez un homme? Son regard. La dernière fois que vous avez pleuré? Hier. Ce que vous n'aimez pas que l'on dise de vous? Non, j'accepte tout. La première chose que vous faites le matin, c'est? Boire de l'eau chaude. Si vous passez 24 heures avec une femme, qu'est-ce que vous faites? Je ris. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans la vie? La perte. Votre principal défaut? J'en ai plein, je sais pas quoi choisir. Allez. Oh merde. Allez. Trop impulsive. Votre principale qualité? Générosité, j'espère. L'argent, c'est bien pour? Pour s'éclater. Qu'est-ce que vous avez acheté de plus cher? Un bijou indien. Il est là? Non, même pas. Votre plus grand rêve, c'est de? Mon plus grand rêve, que mes enfants soient heureux, toujours. Qu'est-ce que vous voulez faire à tout prix si vous mourrez demain? Avant. Vivre. Le plus beau jour de votre vie, c'était un? Le premier jour, la naissance de ma fille. C'est vrai, ça a changé beaucoup, la naissance de mon garçon. Ouais, la naissance de mes enfants, ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Il y avait un avant, un après? L'inconditionnel, en fait. L'inconditionnel, c'est dire, OK, plus rien n'existe. L'inconditionnel, quoi. Et puis quelqu'un d'autre que soi, quoi. Et qu'à un moment, on se dit, bon, OK, il y a le nombril ici. Puis, non, tout ça, ça compte plus. Non, il y a une responsabilité, il y a de l'amour, évidemment, ça change beaucoup. Bravo, 12 réponses. Vous m'avez répondu à 12 choses. La dernière fois que vous avez pleuré, hier. Oui, j'ai regardé le dernier épisode de This Is Us. Ah oui, donc vous pleurez, d'accord, devant les séries, devant les films et tout. Totalement. Grande sensible. J'adore. Ok. La première chose que vous regardez chez un homme, le regard. On dit que c'est souvent le miroir de l'âme. Oui, c'est ça. C'est quand on voit la sincérité, quoi. Je pense dans le regard, on voit la sincérité. Et c'est marrant, ce que vous faites en premier le matin, c'est de boire un verre d'eau chaude. Oui. C'est drôle. Oui. Ça, c'est santé, ça. C'est plutôt ce qu'on conseille. Je le dis, verre d'eau chaude ou avec un peu un jus de citron, ça marche. Oui, alors il y a ça. Et je suis un peu influencée par l'Ayurveda. J'aime pas trop les dogmes, donc j'aime bien aussi boire du champagne, manger un bon steak, mais c'est vrai que l'Ayurveda, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à un moment dans ma vie où j'avais besoin de me centrer. Justement, c'est drôle parce qu'on revient encore à tout ça, mais quand j'ai créé le spectacle avec Eric, j'ai jamais dit que c'était mon histoire. D'abord pour protéger ma famille, parce que voilà, par pudeur,
Et je me disais, en fait, ça regarde personne, c'est l'histoire de plein de monde. Et comment ils l'ont découvert alors? En voyant le spectacle ou comment vous leur avez dit après? Ils savaient que je montais ce spectacle, de toute façon, mais voilà, de toute façon, je parle toujours en termes de personnages. La mère, c'est la mère, le père, c'est le père, la psy, c'est la psy. Enfin, Odette, c'est Odette. C'est pour ça que j'ai pas créé un spectacle où le personnage s'appelle Andrea. C'est Odette, donc c'est inspiré. Il y a plein de choses qu'on s'est amusé aussi à gonfler, pour rire, pour pleurer. C'est important aussi, je veux dire, de créer autour de quelque chose, autour d'un fait réel. Il faut créer, sinon on s'ennuie, sinon on fait un reportage. Mais et là, c'était pas le cas. Et en fait, pour revenir à l'Ayurveda, c'est qu'à un moment, j'étais pas bien. Ça faisait 6 mois que je jouais ce spectacle tous les jours à Paris. Bon, j'étais épuisée. C'est un spectacle qui est dur émotionnellement, physiquement. C'est très fort à jouer et j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment borderline, bord dépression. Je savais pas où j'étais. Je perdais tout, je perdais pied. Et il y a un moment où finalement, quand j'ai fait le théâtre du Châtelet, on m'a dit, Andrea, ça serait bien que tu fasses telle émission. Déjà pour une promo et en même temps, c'est un témoignage. Et je dis, mais moi, je fais pas de témoignage. C'est pas... Non, parce que je n'ai jamais rapproché concrètement ma vie à ce spectacle. Et d'un seul coup, j'ai fait... Mais en fait, c'est ça le problème, quoi. Juste, tu peux pas parler de libération de la parole. Si toi-même, tu ne libères pas la tienne. Et oui. Et dès le moment où j'ai révélé, je n'aime pas le terme avouer, parce que nous, on n'est pas fautif quand on est victime. On n'a rien fait. On n'a rien à avouer. Ce qu'il y a à avouer, c'est l'agresseur qui doit avouer. Nous, on révèle des faits qui nous ont été imposés. Des actes. Mais le moment où j'ai dit, OK, voilà, c'est mon histoire, ce spectacle est inspiré de mon histoire, de ma vie de victime, etc. Tout s'est recentré. Et puis je suis partie en Inde, passer 10 jours dans un truc un peu yoga, Ayurveda et tout. Et je suis revenue, mais hyper apaisée. Alignée. Bon, on va en reparler dans quelques instants parce qu'il faut qu'on se quitte à nouveau un court instant. Petite pause et on revient pour parler de ce spectacle. Mais pas que, il y aura des surprises aussi pour vous. On ne bouge pas sur ce plateau. On revient. À tout de suite. C'est déjà la 3e partie de cette émission, ça file. On l'a dit, des surprises en quelques instants. Je vois ce sourire rayonnant, donc ça fait plaisir. Mais en attendant, ça me fait rire, on regarde quelques petites images de votre spectacle. Parce que vous êtes venu nous en parler ce soir, on y va. Tranquille, lorsque tu te démaquilles. Petite fille, tu es fragile. Encore blotti le matin dans tes draps de coton. Ne deviens pas trop invisible, caché derrière tous ces joggings, Madame le Monde. On sort épaté, ça nous laisse sans voix. On a sélectionné volontairement ces critiques. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous les lisez? Évidemment, j'imagine que ça fait très plaisir. Bien sûr. Non, mais ça se dit, oui, je me suis pas trompée. Ouais, c'est juste que... Moi, c'est magnifique la dose d'amour que je reçois. Je suis en fait devenue un peu addict à cette dose d'amour que je reçois avec ce spectacle. C'est-à-dire que c'est vraiment pas prétentieux ce que je vais dire, mais les gens se lèvent systématiquement. Et du coup, moi, je donne toute ma vie dans ce spectacle. À chaque fois que je le joue, j'y vais. Je rentre sur scène, c'est comme un match de boxe. Vraiment, c'est long, c'est fort, c'est prenant. Et en fait, il y a une spirale d'énergie qui se fait avec le public et on est vraiment en communion. Et il y a un truc très fort. Et le spectacle se termine, les gens se lèvent et on se donne tellement d'attention et d'énergie humaine et d'amour que oui, forcément, je pense que je réalise pas. Peut-être dans 10 ans, je réaliserai ce qui m'arrive. Ouais, pour l'instant, vous le prenez en fait de plein fouet et vous en profitez. Vous avez bien raison. On va s'intéresser justement au public parce qu'on va regarder les réseaux sociaux maintenant, ce qu'on trouve vous concernant. Mais pas que. On a regardé un petit peu autour de votre univers aussi. Il y a du Twitter, il y a du Facebook. C'est parti, c'est le zap. Alors, c'est à vous de commenter chaque image que vous allez voir dans l'écran juste derrière moi. On y va.
Oui, évidemment. Alors ça, c'est un truc que j'ai lancé un peu comme ça. J'étais atterrée par l'enquête du Conseil de l'Europe. On va en parler. Un enfant sur 5. Bon, ça, c'est la leçon de danse avec Éric Métayer, répétition. Sur Instagram. Oui. Détente et travail. Oui, c'est ça. On rigole bien sourire, quand même. bah oui. On rigole bien. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous parlais je déteste les dogmes. Donc faire une séance de yoga en buvant de la bière, ça me dérange pas du tout. Avec une licorne sur la tête, ça me paraît normal. Tout va bien, c'est au quotidien, ça va. Ah, mes amis, c'est le film, ça. C'est mes potes danseurs avec Greg Montel qui fait mon petit ami dans le film et Mika qui est un de mes meilleurs amis. Mon fils, mon amour. La joie de la maman, donc moment de détente aussi. On lit beaucoup. Ça, c'est sur Facebook qu'on peut voir cette image sur vos réseaux sociaux. La leçon de danse première au Théâtre de l'Œuvre. Et un beau moment de vie avec Éric Métayer. Sur l'autisme, c'est très beau. Professeur qu'on en est, mais alors ça, si on commence à en parler, on en a pour 2 heures avec moi. C'est toute... je comprends pas la magistrature française. Oui, parce qu'on n'est pas sur ce plateau pour refaire le débat, évidemment, mais juste peut-être pour avoir votre avis très rapidement, en quelques mots. Oui, c'est ça, c'est l'incompréhension qui c'est-à-dire que 2017 a envoyé un message très fort d'impunité aux agresseurs sexuels, aux agresseurs d'enfants. C'est hallucinant de voir qu'une petite fille de 11 ans et une autre de 12 ans ont été jugées comme consentantes à des actes sexuels avec des personnes majeures. 11 ans, 12 ans, c'est pas possible. À un moment donné, c'est aux adultes de comprendre qu'on ne touche pas un enfant de moins de 15 ans et même moins de 18 ans. Mais quand la question se pose du 13 ans, justement, qu'est-ce qu'on fait à ça? Il y a eu des pétitions, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont mobilisés, qui ont essayé de faire des hashtags pour dire 13 ans. Il y avait même des photos, on leur proposait de prendre des photos de petits à 13 ans pour montrer qu'à 13 ans, on est encore un enfant. À 13 ans, on est un enfant. On ne peut pas tolérer qu'on puisse donner un âge de consentement légal à 13 ans. Alors c'est vrai qu'on nous dit, mais non, mais mettre un âge de consentement légal à 13 ans, c'est un progrès parce qu'il n'y a pas d'âge de consentement légal, enfin de non-consentement. Et je dis non, ce n'est pas un progrès parce que le problème en France, c'est qu'on fait des petits pas de souris comme ça. Mais en fait, soyons clairs. Déjà, on ne couche pas avec un mineur quand on est un majeur, point barre. Enfin, on ne devrait pas faire ça. Donc déjà, on parle d'une éventuelle majorité sexuelle à 15 ans qui est définie comme ça. Ça n'existe pas dans le code pénal. Mais pour moi, moins de 15 ans, une personne majeure ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une personne de moins de 15 ans. Les personnes majeures se défendront en disant qu'elles ne connaissent pas l'âge forcément. Oui, mais c'est sa responsabilité. Je veux dire, c'est une responsabilité. On n'a pas le droit de conduire ivre, on n'a pas le droit de... Enfin, là, c'est ta responsabilité. Des règles, en tout cas, 13 ans, et vous êtes d'accord pour le dire sur ce plateau, et vous engagez donc comme avec les artistes qui l'ont fait, c'est bien trop jeune, évidemment, parce que 13 sûr, ans. et même Emmanuel Macron le dit, il a statué pour 15 ans, et j'espère que les ministres l'écouteront. Que ça passera, bien effectivement. Sûr. 15 ans, mais pas moins, c'est certain. Voilà, en tout cas, pour ce zap, on revient à vous. Oui. On a fait une petite parenthèse, il fallait quand même qu'on parle de l'actualité. Mais vous êtes notre invité, évidemment, sur ce plateau. Et c'est le moment de découvrir les surprises. Okay. On y va, c'est parti pour la boîte vocale. Alors là, il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à faire, si ce n'est écouter les messages de notre boîte vocale, la boîte vocale du Grand Show pour Andrea ce soir. Et regardez, s'il y a des images, ça se passe là. Maintenant, vous connaissez l'écran en face. Vous avez des messages? Andrea, je voulais te dire que c'est un petit miracle joyeux d'avoir croisé ton chemin et je voulais juste te dire merci. Merci pour ta folie, pour ta générosité, pour ton entièreté, pour ton amitié, pour tes combats, pour ton rire, pour ta lumière, pour ta joie, pour ton intensité, pour ta vitalité, pour tes prises de parole, pour tout l'espoir que tu transmets et tes mains tendues vers les autres. Et la plus précieuse, c'est la main de la petite fille qui est en toi, que tu tiens et que je sais que tu ne lâcheras plus jamais. Et c'est ce qui te rend si belle. Voilà, je t'embrasse fort. Bonjour Andrea, c'est Lucie. C'est Claire, pardon. Enfin bon, c'est clair que c'est pas Lucie. Non, bref, Andrea, je voulais te dire un grand merci, parce que grâce à toi, j'ai découvert l'existence des pingouins magiques. Et ça, vraiment, Andrea, c'est une grande expérience dans ma carrière de comédienne. Et ça, je te le dois. Et je te suis infiniment reconnaissante. Et je te dis au plaisir de retravailler avec toi. Bisous, Andrea. Ouais, Andrea, salut, c'est Mika, c'est ton pote du Sud. Bon, écoute, je t'appelle, je tombe sur ton répondeur, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Bon, écoute, en tout cas, moi, ce que je voulais te dire, c'est merci.
Merci pour l'ami que tu es, merci pour l'artiste que tu es. Ben, je pense que je t'ai déjà tout dit. Tu sais que je t'aime profondément, tu sais que je suis très très fier de toi. Voyons-nous autour d'une bouffe et pour parler encore une fois de nos vies. Donc bisous ma chérie, je t'aime et encore bravo pour tout. Alors Andrea, pour moi, c'est déjà une femme magnifique, une artiste sublime. C'est un concentré d'énergie, d'émotion, d'amour, de sincérité, de générosité. Ma Fofo et moi, c'est pour la vie. Voilà, il y a beaucoup de respect et d'admiration entre nous. Gros bisous Fofo de Fuerteventura, de Juanito, Lia, Sonia et Gabriel. Bisous. Bisous mon chaton. Oui, bonjour Andrea, c'est Éric Métayer, tu sais, ton metteur en scène. Tu es une comédienne formidable, tu es une femme formidable, tu es une maman formidable, tu es... Je fais un vœu, c'est que tu restes comme ça. Et que en plus tu es une femme éclectique, c'est-à-dire tu peux nous citer un livre extraordinaire, tu peux nous citer un film extraordinaire, tu peux nous citer un personnage extraordinaire, tu peux nous citer une danse extraordinaire, une musique extraordinaire, ce que tu vas faire, je l'espère. Et ensuite, pour conclure, en feu d'artifice, je te demande de bien vouloir nous faire l'imitation de l'éléphant en fin de vie. Voilà, merci et vraiment passe une bonne soirée. Wesh Sista, je te fais un big bisou, respect absolu pour la femme que tu es, pour l'artiste que tu es. Je te fais des big bisous. Contracte, tu vois, tu bouges boule. Et comme on s'appelle souvent, on se fait un tit. Voilà pour cette boîte vocale. On a fini sur un ton avec Guillaume Santou. Plus humoristique, n'est-ce pas? On danse, justement. Oui, on s'appelle Tilt pour la raison qu'il vient d'évoquer. On a fait une tournée ensemble et on s'amuse. C'est plutôt marrant. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors déjà, avant, parce que faut reprendre un peu ses esprits, parce que j'ai vu les... je sais pas si les téléspectateurs ont vu, je ne trahis pas, je crois, un secret, si j'ai vu les petits yeux qui brillent, parce que, évidemment, on parlait d'amour. Là, c'est une dose d'amour, c'est des jolis messages, vous avez des belles déclarations. Est-ce que vous pouvez nous parler de chaque personne qu'on a entendue? On a commencé par Jade. Jade, j'ai rencontré Jade sur une pièce qui s'appelle Quelque chose, qui est écrite par Capucine Maillard, justement sur... Je me disais que pour une première mise en scène, j'avais envie de défendre le même propos que je défends dans Les Chatouilles. Et Capucine a écrit une très belle pièce sur l'inceste qui s'appelle Quelque chose. Et Jade était une des comédiennes, ainsi que Claire. D'accord. Claire qu'on a vue donc en deuxième, voilà, deuxième c'est message. Ça. Et ça a été une expérience humaine et artistique grandiose. Et, des belles rencontres. Ouais, de jolies, très talentueuses. Et Jade joue aussi dans Les Chatouilles, dans le film. Et Mickaël aussi. Mika, c'est le copain, Mickaël, c'est mon ami de longue date. On s'est connus dans le Sud, en fait, à Toulouse. Et quand j'ai dansé pour une comédie musicale qui s'appelle Rabbi Jacob, et Mika était encore dans le Sud, et je savais qu'il voulait monter à Paris. C'est quelqu'un qui a un très grand talent, très grand danseur. Donc vous le poussez, une multi-artiste en fait, un multi-palette. Et du coup, j'ai dit viens, passe l'audition, il faut absolument que le chorégraphe te prenne. Et puis ça a commencé sa carrière, qui depuis voilà. Chouette, donc c'est une belle aventure humaine aussi, une amitié, une belle aventure humaine. Il est aussi dans le film. Chouette, en fait, vous réunissez tous les gens que vous aimez. En fait, vous avez besoin de travailler avec des gens que vous aimez. Donc il y a beaucoup d'affect et beaucoup d'humain en fait dans votre manière de travailler aussi. Éric Métayer, du coup, là on parle d'affect, on l'a vu à la ville comme à la scène, belle rencontre. Vous êtes rencontrés dans un milieu professionnel, personnel. On s'est rencontrés aussi par Rabbi Jacob, la comédie musicale. Je dansais, il faisait le rôle de Victor Pivert. Et voilà, il y a eu ce coup de foudre. Ça a tilté. C'était très fort et il y a eu vraiment une évidence, quoi. C'était, voilà. Mais vous ne vous quittez plus depuis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléphant alors? Parce que là, il vous met un peu. Il est vraiment cruel. On n'a pas oublié, nous. Il est vraiment cruel parce que lui, il fait très bien. C'est quoi ça? Alors allez-y. Parce que lui, il fait très bien l'éléphant. Et moi, j'ai voulu faire l'éléphant. Et je fais. Comme ça, voilà, c'est n'importe quoi. Les gens vont dire, la pauvre. Non, pas du tout. Non, il y a un jour, comme ça, un moment dans la leçon de danse, on parle d'un éléphant qui s'appelle Trompette. Et je voulais le faire rire, j'ai fait l'éléphant agonisant. Et il a eu son petit rictus. Là, il s'est dit, on tient un truc. Là, on a quelque chose. Et de très mauvaise foi, il m'a dit non, pas du tout, je n'ai pas décroché. Je dis si, je t'ai dit rien. Beaucoup de complicité, évidemment. Et enfin, un dernier petit mot sur Guillaume Santou, qu'on aime beaucoup ici, qu'on a reçu souvent dans ce fauteuil. Mais oui, Guillaume, on a fait une tournée ensemble avec
avec Guillaume et son acolyte Cyril Garnier, Magali Godonner. On a fait une pièce qui s'appelle Les Grands Moyens. On s'est régalé, on a fait tout le tour de France et on s'est vraiment beaucoup entendu et on se... Oui, c'est un camarade facile, hein, Guillaume. Oui, Il est plutôt facile et plutôt sympa. Et talentueux et cool, et voilà. Voilà pour ces petits... On a oublié quelqu'un ou pas? Non. Sonia, non? Sonia, Sonia, c'est... pareil, on s'est connus sur Rabbi Jacob et on ne s'est pas lâché. C'est une très grande artiste. Elle a lancé quelque chose de formidable qui s'appelle la danse prénatale. Elle a un blog et vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est une personne qui conseille les femmes enceintes de bouger et elle se connecte directement à l'enfant qu'elle porte. C'est très, très beau. Ça aide à se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, être connecté à son enfant. Et, donc le mouvement et la danse enceinte. Voilà, la danse prénatale. Mais il y a eu ça dans un hôpital aux États-Unis. Un médecin accoucheur qui a décidé de faire danser ses patientes. Il paraît que je l'ai vu, effectivement. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, etc. Voilà, effectivement. Et Sonia, elle l'amène aussi avec une très grande pédagogie. En plus, c'est quelqu'un qui a une très grande écoute et très belle pédagogie, une très belle lumière. Et donc, elle amène vraiment ces femmes. Alors, c'est avec pas mal de douceur. Et puis, justement, après, sur aussi l'éclat total. Et surtout, ne pas avoir de barrière. C'est vrai qu'on dit tout le temps, bouger avec son corps. Non, juste être bien dans ses pompes, grossir comme on a envie de grossir ou ne pas grossir comme on n'a pas envie de grossir, mais juste être bien, quoi. Être bien dans sa grossesse. Et vraiment, je vous conseille Sonia Duchesne, danse prénatale. Regardez à la maison, suivez les conseils d'Andrea. En tout cas, on remercie toutes ces personnes donc, pour ces messages. On a une dernière petite surprise pour vous sur ce plateau, c'est le moment de l'invité mystère. Alors là, on ne va pas vous montrer tout de suite de qui il s'agit, pour le coup, mais vous allez essayer, vous, de deviner grâce à des indices. D'accord. Et alors, vous allez voir le premier, vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, là non plus. On se décomplexe. On peut comme se si planter, on peut se planter, on s'en fout. Vous pouvez évoquer qui vous voulez. Le but, c'est que, que vous jouiez un petit peu sur cet indice-là. Regardez, vous l'avez derrière moi ou pas? Voilà. Alors. Alors... Je pense... Ah non, alors j'ai deux personnes, mais... Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette photo? Déjà, on est sur un pied. Photo du pied. Alors, là, pour le coup, on est sur l'astragale, il me semble. C'est spécifique. Mais je crois qu'on est sur l'astragale. Le pied est constitué de 36 os. Pas mal, notez bien à la maison. En plus, on apprend des choses, c'est cool. Et là, le premier indice, je penserais à Greg Montel par rapport à une séquence du film... où Odette et Lénie se rencontrent par rapport à une foulure de cheville. Voilà. Ou alors ma monteuse. C'est pas vraiment une foulure, mais ce serait plutôt une entorse. Ça aide ou ça aide pas, ça, non? Entorse. Non, c'est pareil, foulure, entorse. J'ai ma monteuse Valérie De Seine qui s'est qui s'est fait une entorse dernièrement. On regarde le deuxième indice, peut-être que ça va nous aider un peu plus. Conservatoire de Paris, CNSM, bâtiment de Portes-en-Parc. Alors, une entorse, est-ce que c'est un ami du conservatoire? Déjà, oui. Pourquoi on revient sur ce lieu-là? Parce que j'ai étudié là-bas, j'ai étudié au Conservatoire de Paris. Pendant 5 ans, la dernière année, je me suis fait une terrible entorse. Avant un examen final? Oui, oh là là, c'était désastreusement. Et c'est dingue comme on prend les choses très à cœur quand justement on est complètement la tête dans le guidon. Pour moi, c'était un désastre terrible de ne pas avoir la mention très bien parce que j'avais une entorse et que j'ai pas très bien dansé et que du coup, je n'ai eu que la mention bien. C'était un drame. Et du coup, vous avez une idée alors de qui ça peut être? Ça pourrait être quelqu'un de ma promo. On regarde. Petit message pour Andrea de la part d'André Lafonta. Voilà, à mon souvenir, Andrea était une élève très volontaire et pour anecdote, une semaine avant son examen, elle se fait une entorse, donc problème, mais son côté déterminé ne l'a pas empêché de passer son examen. Voilà, je garde un très bon souvenir d'une élève qui avait une volonté de réussite. Et voilà ma grande, je te souhaite une belle émission, qui sait peut-être. À très bientôt, je t'embrasse André. Et voilà, ah là là, plus formidable. que ça, plus que de la promo, André Lafonta, donc qui remémore. Donc on est revenu quelques années auparavant, voilà, petite surprise. On s'est replongé un petit peu dans ces années. C'était notre manière à nous de vous honorer ce soir avec tous ces messages et de faire cette émission. Et on le remercie bien fort, André Lafonta. Bon souvenir. Extrêmement. Ça vous fait plaisir. Extrêmement. Oui,
Très bienveillant, André. Et puis on riait avec lui. On riait, on riait. Il faut lui passer un petit coup de téléphone. Je crois qu'il n'attend que ça de se remémorer. Je le ferai. Ces souvenirs. En tout cas, moi, il me reste à vous remercier d'être venu dans ce fauteuil. Merci à vous. C'est déjà le moment de se dire au revoir. Oui. Les Chatouilles, la danse de la colère, en tournée dans toute la France. Et on note bien le 12 février au Théâtre Antoine à Paris. Plein de belles choses pour la suite. Et du coup, vous revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue. Avec et j'essaierai, plaisir. moi, d'aller vous voir parce que j'ai très envie de... Voilà. Mais je vous invite. Après en avoir parlé avec vous, je serai là, c'est promis. Je rappelle le hashtag de cette émission, NSPJS. Vous n'hésitez pas si jamais vous avez des messages. On vous embrasse très fort. Et en 30 secondes, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Du bonheur? Oui, juste le bonheur, juste d'être bien. Et de l'amour. Et de l'amour, que la vie soit belle, fluide, paisible. Et c'est fait, je vous souhaite de tout mon cœur. Merci Andrea. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain évidemment pour une nouvelle émission. On vous embrasse très fort. Bye bye.